Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons essayer de travailler cet examen de l'analyse 1, spécialité MIP, ou bien SMA ou SMI, ça marche aussi. Et c'est très utile pour les étudiants de l'ENSA, CPGE, MPSI ou bien PCSI. Donc, il y aura dans cette vidéo 4 exercices. Le premier exercice, ce sont des questions de cours où on va rappeler la caractérisation de la borne inférieure et de la borne supérieure. Et pour un élément x, on va trouver une suite des nombres décimaux qui convergent vers x, c'est-à-dire l'ensemble des nombres décimaux denses dans R. Et puis on va rappeler le corollaire donnant l'image d'un segment par une fonction continue. Pour le deuxième exercice, on va travailler sur un ensemble E. Nous allons essayer de trouver la borne supérieure qui est égale à la racine de A, où A est un nombre strictement positif. Et on va étudier cette suite récurrente. Et dans le troisième exercice, on va étudier une fonction qui est définie par trois parties sur Q plus R plus prévu de Q. Donc, on va étudier la continuité de cette fonction, on va étudier la composer avec elle-même, puis on va étudier une fonction qui est uniformément continue sur un segment, mais non uniformément continue sur 0 plus l'infini. Finalement, on va démontrer cette égalité qui relie l'arc sinus avec l'arc cosinus. Et dans le dernier exercice, on démontre cette inégalité en utilisant l'inégalité triangulaire, l'égalité des accroissements finis. On va étudier des suites adjacentes pour déterminer la limite de ces deux suites-là et aussi un encadrement de leurs limites. Puis, on va déduire la limite de la suite harmonique est égale à plus l'infini. Dans la première partie de l'examen MIP 2023-2024, analyse 1, on va travailler cet exercice qui porte sur des questions de cours, 3 questions. Question 1, 2, 3. Premièrement, énoncer les propriétés caractéristiques de la borne supérieure. Montrer que l'ensemble des nombres décimales denses dans R, c'est-à-dire n'importe quel réel, on peut trouver une suite dans D qui converge vers ce réel. Et finalement, énoncer le corollaire donnant l'image d'un segment AB de R par une fonction continue. La première question dans cet exercice, c'est d'énoncer la propriété caractéristique de la borne supérieure d'une partie A non vide et majorée de R. Vous remarquez bien que dans cette question, il nous donne une partie A non vide et majorée. Et ce sont bien évidemment les conditions pour que la borne supérieure existe. Il faut que A soit inclus une partie de R non vide, majorée. Alors ceci nous permet de justifier l'existence de la borne supérieure. Et c'est quoi la borne supérieure? C'est le plus petit majorant. Donc, sub de A est égal à M. Ceci équivaut à ce que le plus petit majorant, c'est-à-dire il faut que M soit un majorant de A, premièrement. Deuxièmement, le plus petit, c'est-à-dire n'importe quel M prime un majorant de A, on a M inférieur ou égal à M'. Donc, ceci signifie que M, c'est le plus petit. S'il y a un autre majorant, alors M', ça va être inférieur à lui. Et la caractérisation qui est demandée, c'est qu'il faut toujours que M soit un majorant
premièrement, et cette propriété-là, le plus petit majorant, le plus petit des majorants de A, si on a une partie de cette forme-là, c'est ça notre A. M est la borne supérieure. Dès qu'on se déplace juste un petit peu en arrière, ou bien beaucoup plus, c'est-à-dire si on retranche seulement un epsilon, alors on trouvera M moins epsilon ne devient plus un majorant de A. C'est-à-dire, on trouve un élément de A qui appartient à ici. Pour n'importe quel epsilon supérieur à 0. Autrement, si on se déplace juste un peu en arrière de M, on trouve un élément de A. Donc c'est ça la caractérisation de la borne supérieure, c'est-à-dire quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe, on peut trouver un A appartient à A, tel que M moins epsilon ne devient plus un majorant. Donc, il y a un élément tel que supérieur à M moins epsilon. Et c'est ça la propriété caractéristique de la borne supérieure. Voici la deuxième question. X, un réel, montrer qu'il existe une suite Xn croissante de D qui converge vers X. L'ensemble D, ce sont les nombres qui s'écrivent sous la forme P sur 10 à la puissance n, où P appartient à Z et n est un entier. Par exemple, moins 5 sur 10 à la puissance 4. Ça, c'est un nombre décimal. Alors déjà, vous avez vu dans le cours, la suite suivante, Xn, est égale à la partie entière de 10 à la puissance n, x, sur 10 à la puissance n. Donc la partie entière de... On sait que la partie entière de 4,5, qui est égale à 4, on prend seulement la partie entière. Elle est inférieure ou égale à 4,5 et inférieure à la partie entière plus 1. 1 plus 4, c'est-à-dire 5. Donc en général, on a x supérieur à sa partie entière, supérieur à la partie entière de x, et inférieur strictement à la partie entière de x plus 1. Alors, c'est pour cela on a utilisé cette suite, parce que tout simplement, si on cherche à effectuer un encadrement de 10 à la puissance nx par sa partie entière, on va obtenir que 10 à la puissance nx inférieur, on va montrer que la suite xn converge vers x, on sait que 10 à la puissance nx supérieur à sa partie entière et inférieur strictement à la partie entière plus 1. Si je divise ici par 10 à la puissance n, aussi ici par 10 à la puissance n, 10 à la puissance n, ça c'est xn, ça c'est xn, on va simplifier avec 10 à la puissance n, on obtient finalement que xn inférieur ou égal à x inférieur strictement à xn plus 1 sur 10 à la puissance n. On veut démontrer que xn converge vers x. Donc on va faire la différence, montrer que xn converge vers x équivaut à ce que xn moins x tend vers 0.
Alors, on va faire la différence d'où x moins xn. Donc, je vais déplacer xn ici, moins xn. Je retranche xn de tous les côtés, c'est 0. Et ici, on va avoir 1 sur 10 à la puissance n. Par le théorème d'encadrement, celui-là tendra vers 0. Ça tendra vers 0 lorsque n tendra vers plus l'infini. Et donc, ce qui est au milieu aussi va tendre vers 0. Alors, comme limite quand n tendra vers plus l'infini de 1 sur 10 à la puissance n égale à 0, parce que 1 sur 10, c'est un nombre compris entre 1 et moins 1. Je sais qu'au q à la puissance n tendra vers 0 lorsqu'au q compris entre moins 1 et 1. D'autre part, limite, c'est évident que 0 égale à 0. Alors, on a calculé la limite de ça lorsque n tendra vers plus l'infini, et aussi de celui-là lorsque tendra vers plus l'infini. On a trouvé, dans tous les cas, c'est 0. Donc, par le théorème d'encadrement, alors, par le théorème d'encadrement, ou bien de gendarme, normalement, on a limite quand n tendra vers plus l'infini de x moins xn égale à 0. Donc, limite quand n tendra vers plus l'infini de xn est égal à x. On n'a pas terminé. Il reste à démontrer que la suite est croissante. Pour montrer que notre suite xn est croissante, il suffit de démontrer que xn plus 1 moins xn elle est positive. Ceci équivaut à ce que xn plus 1 est supérieur à xn. C'est ça, croissante. Pour n'importe quel n, le terme n plus 1 est supérieur au terme n. Alors, on va étudier la différence. Donc, je vais remplacer par l'expression de xn plus 1, c'est ça. On remplace n par n plus 1. Moins xn. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici pour étudier le signe de cette expression? Donc, on remarque qu'ici, on a 10 à la puissance n plus 1, ici 10. Donc, on va mettre le même dénominateur. On va multiplier ici par 10 et ici par 10. Alors, on obtient moins 10 fois ceci sur 10 à la puissance n plus 1. Pour démontrer que cette expression est positive, il suffit de démontrer que ça est supérieur à 0. Alors, il reste à démontrer que la différence est positive. C'est-à-dire 10 à la puissance n plus 1 x moins 10 fois la partie entière est positif. Pour le faire, on peut faire un encadrement de ça et puis multiplier par 10. Parce que je sais qu'on a 10 à la puissance n fois x. On sait qu'elle est supérieure à la partie entière de 10 à la puissance n fois x et inférieure strictement à la partie entière de 10 à la puissance n fois x plus 1. Alors, si je multiplie par 10, pour avoir ici 10 à la puissance n plus 1, donc on va avoir la même chose, sauf ici 10. Ici, 10 à la puissance n plus 1, 10, 10. Donc, ce nombre-là, il est, si vous avez, par exemple, y
supérieur à 4, alors qu'est-ce qu'on sait sur la partie entière? La partie entière, c'est le plus petit, le plus grand entier qui est inférieur ou égal à y, le plus grand. Donc si vous avez un autre 4 inférieur à y, alors la partie entière de y elle est supérieure ou égale à 4. Donc, comme ce nombre-là appartient à z, on a 10 fois la partie entière de n, 10 à la puissance nx appartient à z, parce que je sais que la partie entière appartient à z fois 10. Et alors, dix fois la partie entière de 10 à la puissance n fois x inférieur ou égal à la partie entière de 10 à la puissance n plus 1 fois x. Je le répète encore une fois. Par exemple, x supérieur à 6. Donc x, ça va être 6,1 ou bien 7 ou bien 8. Donc nécessairement, la partie entière de x, ça va être supérieur à la partie entière de 6. Et la partie entière de 6, c'est lui-même. Donc 6 est inférieur ou égal à x. C'est pour cela on a dit, puisque ça, c'est un élément de z, alors, et on a celui-là supérieur à cet élément qui appartient à z, donc la partie entière est supérieure à ce nombre-là. Ce qui signifie qu'on a donc, on obtient que xn plus 1 moins xn supérieur ou égal à 0. Donc, xn est croissante. Parce que cette relation signifie qu'on a ceci. Dernière question dans cet exercice. Rappelez le corollaire donnant l'image d'un segment AB de R par une fonction continue. Si vous avez une fonction f définie de AB vers R, une fonction continue, alors cette fonction-là est bornée et atteint sur borne. Donc si f est continue sur AB, alors f est bornée et atteint ces bornes. Ou bien, plus précisément, l'image de f à b, l'image d'un segment, est un segment égal m, où m est l'inf des valeurs prises par x, par f, où x appartient à b. M sur le sup de f de x, où x appartient à b. C'est ça ce qu'on veut dire par qu'il est borné et atteint ces bornes. La borne supérieure, elle est atteinte par une image et la borne inférieure aussi. Donc il existe un élément tel que ça est égal à C, où C appartient à l'intervalle AB, et aussi il existe un D tel que D appartient à B.
Voilà, toute fonction continue sur un segment c'est-à-dire un intervalle fermé, borné, et borné, la fonction alors f elle est bornée aussi, et atteint ses bornes, c'est-à-dire la valeur minimale est atteinte si l'image d'un élément dans AB, et la valeur maximale prise par f est atteinte par l'image d'un élément dans AB. Dans la première partie, on a travaillé l'exercice 1, où il y a question de cours, vous pouvez les revoir. Maintenant, on va travailler l'exercice 2. Dans cet exercice, vous avez A et A sont deux nombres réels strictement positifs. E un ensemble qui est défini par ces éléments, où R appartient à Q étoile plus. On va démontrer que cette partie-là, elle est non vide et minorée par racine de A, qu'il admet une borne inférieure qui est égale à racine de A. Puis, nous allons essayer d'étudier cette suite récurrente qui est définie par la relation de récurrence un plus 1 égale à 1 sur 2, un plus A sur un. Étudier, est-ce qu'elles convergent ou non? Dans cet exercice, on a A et A majuscule, ce sont des nombres réels strictement positifs. On considère l'ensemble E défini par les éléments 1 sur 2 fois R plus A sur R, où R est un rationnel strictement positif, appartient à Q. Les nombres qui s'écrivent sous la forme suivante et qui sont strictement positifs. On va démontrer dans la première question que cet ensemble non vide, premièrement, deuxièmement, minoré par racine de A. Autrement, on doit démontrer que, quel que soit x appartient à E, racine de A est inférieure ou égale à x. C'est-à-dire, racine de A est un minorant de l'ensemble E. Il est inférieur à tous les éléments de E, quel que soit x dans E. Cet ensemble, premièrement, non vide, parce que je pourrais prendre n'importe quel élément dans Q plus étoile, et cet élément, ça va être dans E. Par exemple, si je prends R égale à 1, ça égale à 1, alors cet élément appartient à E. On prend 2, c'est un élément de Q, ou bien 3 sur 4, n'importe quel élément, cet élément-là appartient à, ça va être dans E. Donc notre ensemble n'est pas vide. Pour la deuxième partie, n'importe quel élément, c'est-à-dire n'importe quel R appartient à Q, parce que les éléments de E s'écrivent sous la forme 1 sur 2 fois R plus A sur R. On doit démontrer qu'il est supérieur à racine de A. Donc n'importe quel élément de E est plus grand que racine de A. Ça signifie que racine de A est un minorant. Pour démontrer ceci, il est plus facile d'étudier la différence. C'est-à-dire, on démontre que A sur R moins racine de A soit positif. J'ai déplacé celui-là dans l'autre côté. Et donc, on va essayer d'étudier le signe de ça. Et on trouvera que c'est toujours positif, quel que soit R appartient à Q étoile plus. On rédige correctement la réponse. La première partie de la question, E non vide. Alors, je vais prendre R égale à 2, c'est un élément de Q. Et on a 1 sur 2 fois notre R plus A sur 2 appartient à E. Ceci signifie que E est non vide. La partie E est minorée par racine de A. Donc on doit démontrer que, quel que soit x appartient à E, x supérieur ou égal à racine de A. Ceci équivaut à démontrer parce que n'importe quel élément de E s'écrit sous la forme suivante. C'est-à-dire
x par cœur E équivaut à ce que R par Q étoile plus, on démontre que cet élément est supérieur à racine de A. On a ici quel que soit pour n'importe quel élément. Alors on va prendre un élément quelconque pour démontrer cette propriété pour tous les éléments. Et on va travailler sur cet élément. Alors on fait la différence. Donc on obtient, je vais mettre le même dénominateur, donc je multiplie ici par 2. On va mettre le même dénominateur, on va multiplier par R. Et puis on déplace. Donc on va avoir ceci, R au carré moins 2R racine de A sur 2R. Donc il faut juste mettre le même dénominateur. Pourquoi cette quantité-là, elle est positive? Donc j'ai déplacé moi racine de A de l'autre côté, je dois démontrer qu'elle est positive. Alors on peut remarquer, on doit démontrer, on a déjà R, elle est positive, parce que dans Q étoile plus, elle reste celui-là. On a R au carré, moins 2R racine de A, plus A. A, c'est racine de A au carré. Alors ça, c'est l'identité remarquable. Alors ceci est égal à R moins racine de A, le tout au carré, sur 2R, qui est supérieur ou égal à 0, parce que au carré, donc ce terme est positif, et R, donc Q étoile plus, donc il est strictement positif. Alors le quotient, ça va être positif. Et donc, on a le résultat demandé. Ceci pour n'importe quel R dans Q étoile plus. Conclusion, racine de A est un minérand de E. Et dans la deuxième question, on souhaite démontrer que la borne inférieure de E, c'est exactement est égal à racine de A. Pour que l'inf de E soit égal à racine de A, déjà, on a démontré qu'il est non vide émanerait par A, donc il y a une borne inférieure. On a vérifié les conditions d'existence. Alors, il faut que racine de A soit minérand de E. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième, il faut qu'elle vérifie qu'elle soit le plus petit majorant. Ou bien, il vérifie la caractérisation. Quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, si je rajoute sur racine de A juste un epsilon, quoi que ce soit, grand ou bien petit, je trouverai un élément de E qui est inférieur à celui-là. Et donc, dans ce cas, racine de A plus epsilon ne reste plus un minérand. Donc, c'est ça le plus grand majorant. Donc, si on rajoute juste un petit peu, il ne reste plus un minérand. Donc, pour n'importe quel epsilon, on peut trouver un x appartenant à E tel que x inférieur strictement à racine de A plus epsilon. Donc voilà, si on a racine de A, c'est un minérand, ça c'est l'ensemble E. Si je rajoute juste un petit epsilon, je trouverai un élément de E. C'est ça. Donc on va prendre, déjà on a démontré que racine de A est un minérand, elle reste, on va prendre un epsilon quelconque et on va démontrer, ou bien on cherche l'existence d'un x appartenant à E, c'est-à-dire on cherche R appartenant à Q étoile plus, parce que l'élément E s'écrit sous la forme 1 sur 2 R plus A sur R. Donc chercher x revient à chercher R, tel que R plus 1 sur 2 R plus A sur R inférieur à racine de A plus epsilon. Je répète, donc quel que soit epsilon, on a fixé un epsilon quelconque, il existe un x, c'est-à-dire il existe un R,
on va chercher un R tel que cet élément soit inférieur à racine de A plus epsilon. C'est-à-dire j'ai trouvé un élément. Donc on va partir par l'équivalence et trouver est-ce qu'il existe ce R qui vérifie ceci ou pas. Montrons que l'inv de A, E, égale racine de A. Déjà, racine de A est un minimum. Et il reste à démontrer la caractérisation. Pour n'importe quel epsilon, il existe un x dans E tel que x inférieur strictement à racine de A plus E. Autrement, pour un epsilon fixe, on va chercher x dans E tel que qui vérifie ceci. C'est-à-dire, élément de E est caractérisé par un élément de R tel que égal à 1 sur 2 à R plus A sur R inférieur à ceci. Donc on va chercher un R de Q étoile plus tel que ce R vérifie cette inégalité. On va partir par équivalence. Donc on a ceci équivaut à ce que j'ai mis le même dénominateur, donc j'ai multiplié par R, par 2 fois R. Ceci équivaut, je vais mettre tout dans un seul côté, je vais déplacer ça ici. Alors on obtient moins. Puis, je pourrais... Le problème qu'on a ici, une équation de second degré. Une inéquation, pas équation. Et on a R. Nous, on cherche un R. Donc, on va essayer de se débarrasser de ce au carré. Alors, on peut remarquer que si on a l'identité remarquable, R au carré, moins 2 fois R plus B, c'est ça, B au carré. Donc, on va rajouter racine de A plus epsilon au carré et retrancher racine de A. Donc, on a rajouté et retranché, c'est comme si on n'a rien fait. Alors là, c'est l'identité remarquable. Donc, ça fait R moins racine de A plus epsilon. Pardon, ici, c'est au carré. Moins, donc on simplifie cette expression, on développe, racine de A au carré c'est A, ainsi de suite. Donc ça va nous donner ceci, inférieur à epsilon. Je déplace ceci dans l'autre côté, je déplace ça ici, donc il devient plus. Est-ce qu'il existe un R qui vérifie ceci? Encore une fois, on ne peut pas voir, on peut se débarrasser de racine. Racine de x au carré, je sais que c'est pas x, c'est la valeur absolue de x. Donc si x est positif, c'est x, si x est négatif, c'est moins x. La racine de x, c'est la valeur absolue. Alors on va faire rentrer la racine, puisque ce nombre-là, il est positif, car epsilon strictement positif et aussi A strictement positif. Ils ont dit ça au départ. Alors on va faire rentrer ici équivaut à ce que la valeur absolue inférieure à ceci. Pour se débarrasser de la valeur absolue, je sais que x inférieur à moins 2, quels sont les nombres dont la valeur absolue inférieure à moins 2, c'est moins 2, les éléments qui sont compris entre moins 2 et 2. 1, 0,5, moins 1, ainsi de suite. Donc, x, ou bien cet élément, compris entre ça, le moins et plus. 2 et moins 2. Je vais déplacer ceci pour encadrer le R. Voilà, on est arrivé à ici. Est-ce qu'il existe un R qui est inférieur à cette quantité-là et supérieur à cette quantité? Mais pas n'importe quel R. R qui appartient à Q étoile plus. Donc, essayez de penser à quelque chose que vous avez vu dans les nombres réels. Par exemple, la densité. Essayez d'utiliser la densité pour terminer la rédaction de cette question. Nous allons noter cette équation double étoile, l'équation suivante. Et
la dernière équation étoile. Rappelons la densité de Q dans R. Si vous avez deux réels, A, B, tel que A supérieur à x moins B, nous pourrions trouver un nombre rationnel qui s'écrit sur la forme P sur Q. C'est ça ce qu'on appelle la densité de Q dans R. Si vous avez deux nombres A et B dans R, tel que A inférieur à x moins B, on peut trouver un élément dans Q qui se trouve au milieu de ces deux-là. A inférieur à x moins C inférieur à B. Alors nous, on veut chercher un R qui vérifie ces deux conditions. Donc nous pourrions considérer ça, c'est notre A, ou bien B, et ça, c'est notre A. Alors, premièrement, on doit justifier que B est supérieur à x moins A, parce que il faut que B soit supérieur à x moins A pour déduire qu'il existe un nombre entre ces deux éléments, un rationnel. Mais, malheureusement, c'est possible que ça soit négatif. Donc, c'est possible qu'on trouve un R qui est négatif, mais nous, on cherche un R qui soit dans Q étoile plus. On cherche un rationnel qui vérifie ceci, mais à la fois, il faut qu'on soit sûr qu'il est strictement positif. Donc, pour résoudre ce problème, on ne va pas considérer A si cet élément, on va considérer A si le max de 0, I racine de A plus epsilon, plus racine de epsilon au carré. Parce que dans ce cas-là, je suis sûr que A, c'est un nombre supérieur ou égal à 0. Et donc, nous, on cherche un R qui soit supérieur à A, y compris entre B. Ça, c'est B. A, c'est le max de 0, et ça. Donc là, on va tomber sur A nécessairement supérieur à un R nécessairement supérieur strictement à 0, parce que A, il est le max. Le max de 3 et 5, c'est 5. Donc on sait que le max, il est supérieur à les deux supérieur à 3, et aussi le max supérieur ou égal à 5. C'est-à-dire ce max-là, il est supérieur à 0, et supérieur aussi à ce nombre-là. Et c'est possible qu'il soit ce nombre. Donc, R qu'on va trouver, elle va être supérieure à 0, et aussi supérieure à cette quantité-là. Donc, on voit bien détailler la réponse juste après. On l'a appelé cette équation étoile. Donc, on va poser A égale le max de ce nombre-là et 0. Alors, on a A inférieur section A notre B. C'est ça notre B. Pourquoi? Parce que on a epsilon et aussi A supérieur section A 0. Donc, d'abord, ça, tout ça, c'est positif. Alors, on circule supérieur section A 0. Deuxièmement, on a ici plus et ici moins. On a retranché un nombre qui est supérieur strictement négatif. Donc c'est pour cela, cette quantité-là est supérieure à celle-là. Or, puisque A, c'est le max de 0 et de cet élément, et ça, supérieur à 0, et aussi supérieur à racine de A plus epsilon moins. Donc il est supérieur au max de ces deux éléments. Et donc on a A inférieur à moins B, c'est ça notre B. Alors, il existe un R tel que
R compris entre A et notre élément B. Or, R est supérieur strictement à A, et je sais que A est supérieur à epsilon. Toujours, max de C et D est supérieur à C, et aussi vous avez un max de C, D de deux nombres, est supérieur ou égal à D. On a bien dit ou égal. Et donc, A est supérieur ou égal à 0. Et aussi, R supérieur strictement à A qui est supérieur ou égal à cet élément, celui-là. Donc, on a trouvé un R qui appartient à Q, étoile plus, parce qu'il est positif, et qui vérifie étoile, parce qu'on a trouvé qu'il vérifie ceci, c'est cette partie-là, et il vérifie aussi ça, donc c'est la deuxième partie, alors il vérifie étoile. Et donc par équivalence, il vérifie double étoile, c'est-à-dire 1 sur 2 R plus A sur R par équivalence, parce qu'on a démontré que cette propriété-là est équivalente à trouver un R, puisqu'on a trouvé un R qui appartient à Q étoile plus, qui vérifie ceci, alors ce R vérifie ça aussi. Et alors, on a racine de A est un minorant, quel que soit epsilon, il existe un X, tel que X inférieur strictement à racine de A plus epsilon. Alors, par la caractérisation de la borne inférieure, f de A, pardon, de E, égale à racine de A. Étudier la suite récurrente UN définie par E0 égale à A. Et la relation entre UN plus 1 et UN, c'est 1 sur 2 fois UN plus A sur UN. Étudier cette suite récurrente, est-ce qu'elle converge? Si oui, il faut déterminer sa limite. Alors, pour déterminer si cette suite-là converge, on va introduire une fonction, parce que cette suite, il est défini par une fonction un plus 1 égale à f de un ou f de x égale à 1 sur 2 fois x plus a sur x. Donc, d'abord, on sait si cette suite converge vers un nombre L, alors cette fonction-là, elle est continue. Donc, ça aussi va converger vers f de L. Et donc, on va avoir L égale à f de L. Donc, la première chose, on va résoudre cette équation. On appelle ça un point fixe. Est-ce qu'elle admet des points fixes? Donc, on détermine les points fixes. Deuxièmement, on remarque bien qu'on a déjà au départ A supérieur strictement à 0. Et à chaque fois, je divise pour calculer U1. Donc, c'est A. C'est un nombre qui est strictement positif. Et pour calculer U2, on va utiliser U1 qui est supérieur strictement positif. Donc, on remarque que UN, elle est supérieure strictement positive, quel que soit N, par construction, ou bien on peut le démontrer par récurrence. Alors, les solutions qu'on va trouver, elles doivent être ici. Ça, c'est la première chose. Dès qu'on trouve les points fixes, ou bien un point fixe, la prochaine étape, on va étudier les variations de f. Parce que on doit justifier que f, un, converge. Donc on sait qu'elle converge si elle est minorée et décroissante, une suite minorée et décroissante, ou bien majorée et croissante. Alors pour étudier ces deux-là, est-ce qu'elle est minorée? Donc on va étudier les variations de f.
Donc il faut calculer la dérivée de cette fonction. Donc la dérivée de x, c'est 1. Alors 1 plus, et la dérivée de a sur x, c'est moins a sur x au carré, moins 1 sur x au carré. Donc on va étudier les signes de ça pour savoir est-ce que cette suite-là, elle est minorée. Donc essayez de faire ceci, puis étudier aussi les variations de un. Un plus 1 moins un. Autrement, si f de un moins un. Alors on a besoin d'étudier le signe de f de x moins x. Parce que s'il est positif, donc cette suite elle est négative, cette suite ça va être aussi négatif, donc décroissante. Si il est positif, alors cette différence-là, elle va être aussi positive et donc la suite elle est croissante. Croissante et majorée, donc convergent, ou bien décroissante et majorée, convergent aussi. Alors on a ici la suite un définie par u0 égale à a, qui est strictement 0, et un plus 1 égale à 1 sur 2, un plus a sur un. Est égal encore une fois à f de un, notre fonction f, c'est f de x égale à 1 sur 2 fois x plus a sur x. Si je remplace x par un, je tombe sur cette expression. Ceci, quel que soit x appartienne à R étoile plus, il suffit de travailler sur R étoile plus parce que u0 égale à un nombre supérieur strictement 0. Donc le terme u1, ça va être aussi supérieur à 0. Et de même pour les autres. Par construction, on a un supérieur strictement à 0. Et nous, on calcule seulement les f de un, donc on travaille seulement sur R étoile plus. La première chose, on va chercher s'il existe un point fixe. Donc soit x appartient à R étoile plus, on va résoudre l'équation f de x égale à x équivaut à ce que f de x moins x égale à 0. Donc on cherche une solution de cette équation. Alors on va mettre le même dénominateur, on va avoir ceci. A moins x au carré. Donc f de x moins x égale à 0 équivaut à ce que a égale à racine de x ou bien moins racine de a. Donc f admet racine de a comme un seul point fixe dans l'intervalle r étoile plus. On va maintenant étudier les variations de f pour savoir est-ce que la fonction ou bien la suite est minorée ou bien majorée. Alors on va calculer la dérivée. Donc la dérivée de x, c'est, on laisse la constante tranquille, la dérivée de x c'est 1, et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. On va mettre le même dénominateur, on factorise, x au carré moins racine de a au carré, c'est x moins racine de a fois x plus racine de a. Et puisqu'on travaille sur r étoile plus, alors le signe de f', c'est le signe de... Donc, on va mettre 0, racine de a, plus l'infini. Entre les racines, on a moins, la fonction elle est négative, et à l'extérieur des racines, parce qu'il y a moins racine de a ici. Donc ici, la f' est négative, et plus. Alors c'est pour cela, la fonction est décroissante, puis croissante. Si vous calculez l'image de racine de a, donc a sur racine de a, ça fait racine de a, plus racine de a, c'est 2 racines de a, et on simplifie, on trouve 6 racines de a. De plus, la limite en 0, plus, c'est plus l'infini, parce que a est supérieur strictement à 0. Et la limite en plus l'infini de f, c'est plus l'infini. Voilà. Donc, on a trouvé que la fonction est minorée
par racine de A. Alors de même, on va démontrer que UN est minoré par racine de A parce que les UN, tous on les calcule avec les images. UN plus 1 égale à F de UN. Donc on va démontrer que U de N est minoré par racine de A, quel que soit N appartienne à N étoile. Intuitivement, c'est clair parce que on a U1 c'est F de 0, U0, et A positif, strictement positif. Donc il est supérieur à racine de A parce que la fonction est admis racine de A comme minimum. Alors, on suppose pour un certain N que f UN est supérieur à racine de A et montrons de même pour UN plus 1. Or, UN plus 1, si l'image de f de UN, on a supposé UN supérieur à racine de A et racine de A supérieur strictement à 0. Et on sait que l'image d'un élément supérieur strictement à 0, c'est supérieur ou égal à racine de A, d'après le tableau de variation, parce que racine de A, c'est un minimum de f sur R étoile plus. Et donc, on a démontré, pour n'importe quel n appartiennent à n étoile, UN supérieur à racine de A. Ceci signifie que UN est minoré. Donc, pour qu'elle soit convergente, il faut qu'elle soit décroissante. Alors, c'est pour cela, on va étudier maintenant les variations de UN. Pour le faire, on va étudier le signe de UN plus 1 moins UN. S'il est négatif, alors UN plus 1, ça va être inférieur à UN, et donc la suite décroissante. Sinon, positif, la suite est croissante. Pour ce faire, on va étudier les variations de la fonction f de x moins x. On a f de x, pardon, le signe, c'est a moins x au carré sur 2x. On l'a déjà calculé ici on l'a calculé déjà. Donc, on a ça, c'est négatif pour x appartient à supérieur à racine de a. Donc, x au carré, ça va être supérieur à a. Et alors, a moins x au carré, c'est négatif. Ça, c'est positif, donc négatif. Et alors, UN plus 1 moins UN est négatif, car on a f de UN moins UN. Et UN est un élément qui est supérieur à racine de A. Alors, la suite, elle est décroissante, et donc, elle est convergente, parce qu'elle est minorée et décroissante. Et qu'elle converge vers le point fixe. On a trouvé un seul point fixe, c'est racine de A. Pourquoi? Parce qu'on a UN plus 1 égale à f de UN, et la limite de ça égale à L, comme j'ai expliqué avant. Donc ça, je pourrais rentrer la limite à l'intérieur, f de L, et le seul point fixe qu'on a trouvé, positif, parce qu'on a ces termes-là sont positifs, c'est racine de A. Donc, conclusion, UN converge vers racine de A. C'est un peu... Les racines de A, n'oubliez pas, c'est le length de E. Et E, ce sont les éléments qui s'écrivent sous la forme 1 sur 2, x plus A sur x. Ou x, ou bien R appartient à Q étoile plus. Donc presque, on a trouvé une suite de cet ensemble, pas nécessairement parce que A n'appartient pas à Q, qui s'écrivent sous cette forme-là, qui convergent vers la borne inférieure. Dans cette partie, on travaillera cet exercice qui se compose de 3 questions indépendantes. La première concerne une fonction qui est décomposée en 3 parties. Une partie définie sur Q, R' de Q et R-. On aimerait bien étudier la continuité de cette fonction sur R, puis on va étudier la composée de cette fonction avec elle-même. Est-ce qu'elle conserve l'image d'un intervalle pour qu'elle reste un intervalle? Et aussi, on va voir un exemple d'une fonction uniformément continue
sur un segment, mais n'est pas continu une fois qu'on continue sur 0 plus l'infini. Et finalement, dans la dernière question, nous allons prouver cette égalité pour tout x appartiennent à moins 1, 1. Voici la première question. F est une fonction réelle définie par f de x égale à 0 lorsque x strictement négatif égale à x si x est un nombre rationnel positif et égal à 1 sur x si x appartient à R plus privé de Q. Donc on a trois expressions de f, soit 0 lorsque le nombre x est négatif, f de x c'est lui-même x lorsque x est un rationnel, qui s'écrit sous la forme P sur Q, et qui est positif. Si c'est un nombre irrationnel, positif, alors l'image de f de x c'est 1 sur x. La question ici, c'est étudier la continuité de f sur R. Est-ce qu'elle est continue sur moins l'infini 0, sur Q, sur R privé de Q? Tout simplement, déterminer les points sur lesquels la fonction f est continue. Comme cette fonction est séparée, alors, en l'étudiant d'abord sur moins l'infini 0, la fonction f égale à 0. La fonction est une fonction usuelle, 0 est continue sur R. Donc en particulier, continue sur R étoile moins. Donc pour cet intervalle, c'est bon. Maintenant, elle reste à travailler pour les x ou bien pour R plus les nombres qui sont positifs. Mais le problème qu'on a, f a deux expressions, soit x appartient à q plus, soit appartient à R plus privé de q. Donc si on veut, par exemple, un point A appartient à R plus, on va étudier la continuité de f, limite quand x tend vers A plus, f de x, est-ce qu'elle est égale à f de x, limite quand x tend vers A moins, est-ce qu'elle est égale à f de A? Alors il y a des problèmes ici. f de A, est-ce que A, ça dépend, appartient à Q ou bien Q plus? Ici, x s'approche de A à droite, mais s'approche comme un nombre réel. Donc on sait que parfois, et entre les nombres réels, il y a des nombres rationnels. Alors, quelle expression on va utiliser pour f de x? Donc on a un problème ici. Alors pour cela, on va prendre un élément quelconque, appartient à R, A appartient à R plus, et on va discuter dans quel cas la fonction soit continue. Si f est continue en A, on va essayer d'analyser. Alors, normalement, on a une propriété, disent que f est continue en un point A, continue, équivaut n'importe quelle suite UN, telle que UN converge vers A, alors c'est la caractérisation de la limite de la continuité par les suites. Alors f de UN converge vers f de A. Donc, si vous avez une fonction continue en un point, n'importe quelle suite converge vers A, alors f de UN converge vers f de A. On a l'équivalence. Donc, puisque f est continue en A, alors tout ce que je sais sur Q, UR, privé de Q, c'est qu'il danse Q danse dans R. Et R privé de Q aussi danse dans R. Autrement, n'importe quel élément A ici, je pourrais trouver une suite UN dont les éléments ici que convergent vers cet A. De même, je pourrais trouver une suite qui converge vers A. Pourquoi on a travaillé, on aimerait bien travailler avec la suite? Parce que on doit préciser, pour calculer l'image, il faut que x soit dans Q ou bien dans un privé de Q. Donc c'est pour cela qu'on va travailler sur des suites qui convergent vers cet élément. On a Q danse
dans R, quel que soit n'importe quel élément appartient à R, je pourrais trouver une suite AN appartient à Q, telle que AN converge vers A. C'est ça la densité de Q dans R. N'importe quel élément, on pourra trouver une suite dans Q qui converge vers cet élément. Et donc, si f est continu en A, alors f de un va converger vers f de A, f de Vn va converger vers f de A. Pourquoi? Parce qu'on a les deux, un converge vers A et Vn converge vers A. Alors, parce que f est continu, on a supposé que f est continu. Donc c'est ça la condition. Alors, or, nous, on a f de un est égal à combien? Est égal à 1 sur un. F de Vn est égal à un, elle est dans Q. Donc, égal à un, ça égal à 1 sur Vn. Donc ça va converger vers A, et ça vers f de A. Parce que Vn, elle est dans Q. Donc j'ai inversé les choses. Ça c'est Vn, et ça c'est Un. Donc on sait que si x appartient, sinon si x appartient à Q, R privé de Q, donc si x appartient à Q, alors l'image c'est lui-même. Sinon, si x, on a un appartient à R privé de Q, alors l'image c'est 1 sur. Et donc la fonction est continue, alors A égale à 1 sur A, et donc A au carré égale à 1. Ce qui implique que A égale à 1. Parce qu'on n'oublie pas qu'on travaille dans R plus. Il y a une autre possibilité, moins 1. Et voilà. On a trouvé pour que la fonction soit continue, il faut que A soit égal à 1. Alors il reste à démontrer la réciproque. Est-ce que la fonction continue en 1? Est-ce que vraiment continue en 1? Parce qu'on a juste analysé f est continu sur un nombre positif. On a trouvé que nécessairement A égale à 1. Il reste à démontrer est-ce que f est continu en 1. Et donc dans ce cas, notre fonction, ça va être continu seulement sur moins l'infini 0 et dans le point 1. Nous allons essayer de bien rédiger la réponse. Comme on a dit au départ, la continuité sur moins l'infini 0, c'est clair, parce que la fonction constante est continue sur R, en particulier continue sur moins l'infini 0. Étudions maintenant sur 0 plus l'infini. Alors on va prendre un élément appartient à 0 plus l'infini. On a si A appartient à Q plus f de A égale à A. Alors, comme Q et R privé de Q dansent dans R, alors on obtiendrait qu'il existe une suite dans Q, des éléments dans Q, et une suite dans R privé de Q qui convergent les deux vers A. Parce que Q est dense dans R. C'est pour cela où ces termes-là appartiennent à Q. Pour que F soit continu en A, il faut que n'importe quelle suite converge vers A. On doit avoir f de un converge vers f de A. De même, f de Vn converge vers f de A. À partir de ça, on peut tirer que cette limite égale à ça. Je vais exprimer autrement f de un. Normalement, puisque un il est dans Q, alors ce un, et Vn, c'est 1 sur Vn. Et on calcule la limite un, on a déjà tendre vers A. Alors on a ceci. Pour n assez grand, c'est-à-dire on veut que un soit assez proche de A, pourquoi pas? Pour avoir que un soit positif.
Et donc, UN, il est dans Q plus. Pour pouvoir calculer f de UN. F de UN égale à UN. Car on sait que f de x égale à x seulement si x appartient à Q plus, c'est-à-dire un rationnel positif. Et puisque UN tend vers A, c'est-à-dire elle s'approche de A lorsque n est grand, alors A, oui, A, il est positif. Donc UN, il va être aussi positif à partir d'un certain rang. De même, on a f de Vn égale à 1 sur Vn, converge vers la limite de Vn c'est A, et donc 1 sur Vn converge vers 1 sur A. On a déjà démontré, utiliser la continuité de f, ça converge vers f de A et celui-là aussi. Et donc, on obtient la continuité de f en A implique que ça égale à ceci. Ce qui équivaut à ce que A égale à 1. Parce que le cas A est égal à moins 1 est exclu. Car A, il est positif. Donc A, nécessairement, il reste ici un seul cas si A différent de moins 1. Et donc, on a trouvé, pour que f soit continu, il faut nécessairement que A est égal à 1. C'est-à-dire, f ne peut être continu sur R plus en un seul point, c'est 1. Alors, on va démontrer maintenant que vraiment f est continu en 1. Comme j'ai expliqué avant, on a supposé si f, on a dit si f est continu en un point, alors ce point est A est égal à 1. On va démontrer la réciproque. Est-ce que f est continu en 1? F est continu en 1 signifie que la limite lorsque x tend vers 1 de f de x est égale à f de 1. Et puisque 1 appartient à Q, alors l'image c'est 1. On doit démontrer que la limite est égale à 1. Toujours le même problème. Lorsque x s'approche de 1, parfois il est un nombre rationnel, parfois un nombre irrationnel. Donc parmi, qu'est-ce qu'on va choisir? Quelle expression? Est-ce que x ou bien 1 sur x? Par quelle formule on va travailler? Donc, pour résoudre ce problème, on va travailler avec f de x moins f de 1 et discuter les deux cas. Lorsque x il est dans Q, plus, et lorsque x appartient à R privé de Q. Donc ça, si on va avoir x moins 1, et dans ce cas-là, 1 sur x moins 1. Et on va essayer de majorer par quelque chose qui est tendre vers 0 lorsque x tend vers 1. Alors, déjà, ça c'est bien, x moins 1 tendre vers 0 lorsque x s'approche de 1. Mais celui-là, vous pouvez le détailler pour avoir quelque chose qui tend vers 1. On va mettre le même dénominateur si x au carré moins 1 sur x égale encore une fois x moins 1, x plus 1 sur x. N'oubliez pas qu'on travaille au voisinage de 1, c'est-à-dire lorsque x s'approche de 1. Alors je pourrais se restreindre sur un petit segment au voisinage de 1. Je pourrais travailler par exemple sur 1 sur 2, 3 sur 2. Je considère x ici. 1 se trouve au milieu. Pour majorer cette expression par quelque chose fois x moins 1. Quelque chose fois x moins 1, et donc on va avoir quelque chose qui tend vers 0 lorsque x tend vers 1, et donc ceci tend vers 0, et alors la fonction est continue. Pour un x supérieur à 0, on a f de x moins f de 1. Nous allons essayer de trouver un encadrement de cette fonction. Normalement, c'est x moins 1, parce que f de x égale à x lorsque x est dans Q. Sinon, est égal à 1 sur x. Déjà, ça c'est bien. Elle reste à majorer ceci par quelque chose fois x moins 1.
Alors on va mettre le même dénominateur, on va avoir x moins 1. La valeur absolue de x moins 1 égale à la valeur absolue de x1 moins x, c'est la même chose. Et alors, on se restreint à un intervalle parce qu'on souhaite calculer la limite lorsque x s'approche ou bien tendre vers 1. Alors c'est pour cela que j'ai choisi cet intervalle qui est centré par 1. Pour x ici, on a x moins 1 sur x. Je pourrais minorer x par 1 sur 2. Parce qu'on a x moins 1 sur x. Donc pour majorer cette expression, je divise par la valeur minimale, si 1 sur 2. Donc si on divise par quelque chose qui est plus grand, on va descendre. Voilà. Et alors, ceci inférieur ou égal à 2x, ou bien est égal à 2x fois 2x moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que cette expression inférieure à 2x moins 1, aussi x moins 1 est inférieur à 2 fois la valeur de x moins 1, quelque chose qui est positif. 2 fois ça, il est inférieur à... Et donc, f de x moins f de 1 inférieur à 2 fois x moins 1. On vient de démontrer, pour x ici, on a f de x moins f de 1 inférieur à 2 fois la valeur absolue de x moins 1. Or, la limite de ceci tendant vers 0 implique que celui-là aussi tendant vers 0. Lorsque x tend vers 1. Ceci signifie que la limite de f de x est égale à 1, f de 1, c'est-à-dire la fonction est continue en 1. On peut discuter encore un point, le point 0. F de 0 égale à 0, n'appartient pas à Q. Mais je sais que je pourrais trouver une suite dans R privé de Q qui tend vers 0 parce que R privé de Q danse dans R. Et donc f de un qui est égal à 1 sur un, ça va tendre vers plus l'infini. Parce que un tend vers 0 et ceci est différent de f de 0. On peut conclure alors que la fonction n'est pas continue en 0 parce que tout simplement f de 0 égale à 0, on a 0 dans Q. Donc il existe une suite de R privé de Q tel que un converge vers 0. F de un converge vers l'infini, qui est différent de f de 0, alors la fonction n'est pas continue en 0. Conclusion, on a finalement répondu à la première question par f est continu seulement sur l'intervalle moins l'infini 0 ouvert union 1. La question B, on considère la fonction g qui est définie par f rho f, montrer que l'image par g de tout intervalle de R est un intervalle de R. Nous le savons déjà que l'image d'un intervalle est un intervalle si vous avez la fonction g est continue. Parce qu'il y a un théorème qui dit l'image, n'importe quel intervalle est un intervalle. Donc, premièrement, pour savoir est-ce que g est continu ou non, on doit savoir l'expression de g, qui est définie par f rho f. Et on sait que f est la deux expressions, soit x, si x il est dans q, pardon, c'est 0, si x il est dans q, dans moins l'infini 0, x si x appartient à q, et 1 sur x, sinon q plus, sinon ça appartient à r plus privé de q. C'est-à-dire appartient à R qui n'appartient pas à Q. Et alors, pour le calcul de g de x, pour un x appartient à R, si f rho f de x, c'est-à-dire si f de x, on compose par f de x.
Et on doit discuter le cas lorsque x est négatif, l'expression c'est 0, f de 0 c'est encore une fois 0. Lorsque x est ici, dans Q, donc f de x c'est x. On calcule encore une fois f de x, c'est toujours x égale à x. Donc si x est négatif, si x appartient à Q. Troisième cas, lorsque x est dans R prévu de Q. Alors f de x, c'est 1 sur x. Si on calcule l'image encore une fois, f de 1 sur x, c'est 1 sur 1 sur x. Parce qu'aussi x n'appartient pas à Q, 1 sur x aussi n'appartient pas à Q. Donc ça va être aussi égal à x. Est-ce que cette fonction-là est continue? Donc on a trouvé que f de x égale, pardon, g de x égale soit 0, soit x. Si x négatif, si x. Est-ce que cette fonction continue ou pas? Si oui, alors l'image d'un intervalle est un intervalle de R. Expression de g, on va prendre un x et chercher l'expression de g de x en fonction de x est égal à combien. Alors, si f rho f de x, lorsque x est négatif, je sais que f de x égale à 0. Encore une fois, f de 0, c'est 0. Lorsque x appartient à q plus, on a f de x, c'est x. Si on compose encore une fois, on trouvera toujours x. Cette fois-ci, si x dans R+, mais n'appartient pas à q. N'appartient pas à q, c'est-à-dire on ne peut pas l'écrire sous forme P sur q. On ne peut pas écrire x sous cette forme-là. Alors de même, 1 sur x, on ne peut pas l'écrire, sinon si on peut l'écrire, elle va être q sur p, et donc ce qui est contradictoire avec ceci. X, on ne peut pas l'écrire sur la forme 1 p sur q, où p appartient à z et q appartient à n étoile. Pourquoi lorsque x appartient à R privé de q? Parce que je sais que f de x c'est 1 sur x. Et l'image de 1 sur x, celui-là n'appartient pas aussi à q. Donc l'image c'est 1 sur x, qui est égal à x. On a trouvé que f soit 0, soit x. Est-ce que cette fonction continue? Oui, continue sur moins l'infini 0, sur 0 plus l'infini. Sauf en 0, on doit discuter parce qu'on a à gauche et à droite une expression. À gauche, f de x, c'est x, et limite de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est 0. À droite, on va utiliser cette expression, c'est 0. Et donc, f de 0, puisque f de 0 égale à g de 0 égale à 0, alors la fonction est continue. Donc on déduit que f est continu sur R et l'image de tout intervalle par G est un intervalle. Pardon, ici on doit changer le f avec G parce qu'on travaille sur la fonction G et pas la fonction f. Donc on doit changer tout ça par f, pardon, G, ainsi de suite. G de x. De même, G de x. Voilà, continuité de la fonction ici de G. On sait que si vous avez, ça provient de la valeur du théorème des valeurs intermédiaires, n'importe quelle fonction continue, si on fait l'image d'un intervalle, donc elle va être aussi un intervalle de R. Dans la deuxième question, il demande de démontrer pour n'importe quel réel strictement positif A, la fonction x au carré est uniformément continue sur 0 A, mais non uniformément continue sur 0 plus l'infini. Une fonction est uniformément continue, c'est quel que soit epsilon supérieur à 0. Par exemple, vous avez une fonction de cette forme-là,
n'importe quel epsilon tel que j'aimerais bien que la différence soit de rayon epsilon, c'est-à-dire ici ce diamètre est égal à 2 epsilon. Cette partie-là c'est epsilon, epsilon, moins plus epsilon. Donc si on aimerait bien que f de x moins f de y, ça va être compris entre epsilon et moins epsilon. Donc la différence entre ces deux éléments ne dépasse pas epsilon. Alors pour n'importe quel epsilon choisi, 1 sur 2, 0,5, je pourrais trouver un mu supérieur à 0 dès que x moins y inférieur à mu. Ceci implique que l'image de x moins l'image de y inférieure ou égale à epsilon. Donc pour n'importe quel epsilon, tel que je vois les images, la différence sont assez proches entre eux, alors nous pourrions trouver un mu tel que dès que la différence x moins y, ça va être inférieur à mu, les images sont aussi ici. Alors c'est une fonction uniformément continue et continue. F est continue. Sur n'importe quel point, c'est-à-dire quel que soit A choisi dans un intervalle I, il existe un mu. Par exemple, la continuité sur un point, il existe un mu tel que x moins A inférieur à mu implique que f de x moins f de A inférieur à epsilon. Alors, c'est juste un cas particulier parce qu'on travaille seulement sur un voisinage d'un point fixe. Donc, s'il est uniformément continu, alors pour tout epsilon, c'est juste un cas particulier, on prend un seul y. Mais ça, c'est pour tous les y. On va voir comme ça. Tous les y, dès que la différence ne dépasse pas epsilon, dès que, pardon, la différence entre x et y ne dépasse pas mu, je peux retrouver que f de x et f de y, cette différence-là ne dépasse pas mu. Alors, la continuité, c'est pour un point fixe A, dès que x sera proche, la différence aussi entre f, les images aussi, est proche. On revient à notre question, on veut tout simplement montrer que cette fonction est uniformément continue sur 0A. Alors, on a déjà vu une théorème dans le cours. On a dit la réciproque est fausse, c'est-à-dire une fonction continue n'est pas uniformément continue. Mais une fonction uniformément continue implique que la fonction est continue. Sauf d'après n, sur un segment A, B, si une fonction est continue, alors on a est uniformément continu. Donc on a la réciproque lorsqu'on travaille sur un segment A, B. Voilà, c'est ça ce qu'on va utiliser parce que la fonction x au carré est continue. Donc d'après le théorème de n, la fonction est uniformément sur 0A puisqu'on travaille sur un segment fermé borné. Donc tout simplement, notre fonction x au carré est continue sur R. En particulier, elle est continue sur 0, 0A. Alors, pour tout A, ceci pour tout A strictement positif, d'après n, on a une fonction continue, implique qu'elle est uniformément continue si on travaille sur un fermé borné. C'est-à-dire un intervalle de cette forme-là, ou bien comme ça, ou bien semi-fermé, et ainsi de suite. Voilà. Donc elle est continue sur 0A. Il reste à démontrer uniformément continu signifie ceci. On a déjà expliqué la définition. Quel que soit epsilon, on peut trouver un mu, quel que soit x, y, ainsi de suite. Maintenant, on va démontrer
que cette fonction n'est pas uniformément continue sur 0 plus l'infini. Donc, vous pouvez vérifier facilement cette définition pour x au carré. Vous choisissez un epsilon et vous cherchez le mu qui vérifie ceci. Mais on peut utiliser le théorème de n directement sans démonstration. Par exemple, on pourra dire que pour un epsilon supérieur à 0, soit epsilon, et cherchons mu. Donc on cherche mu de telle sorte que f de x, c'est-à-dire x au carré moins y au carré, inférieur à epsilon. Alors on va partir comme ça. Donc ça c'est x moins y fois x plus y, inférieur à x moins y, x plus y, inférieur à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. On a utilisé l'inégalité triangulaire, inférieur à 2a. Parce que x et y appartiennent à 0, a. Donc fois x moins y. Quel mu on va choisir qui va nous donner ceci inférieur à epsilon? Donc, on va prendre mu, donc mu égale à epsilon sur 2a. Alors, ça, inférieur à 2a fois epsilon sur 2a, parce qu'on va dire que si x moins y inférieur à mu, notre mu c'est epsilon sur 2a, déjà donné, on va avoir ceci inférieur à epsilon. Voilà, on a démontré qu'il est uniformément continu, mais comme j'ai dit au départ, on peut utiliser seulement le théorème de n, puisqu'on travaille sur un segment. Pardon, c'est un segment sommet ouvert ici. Maintenant, comment on démontre qu'une fonction n'est pas uniformément continue? Alors, vous avez déjà vu dans le cours, on utilise les suites. Si on trouve une suite xn, xn, yn, tel que xn moins yn converge vers 0, et f de xn moins f de yn, il ne faut pas qu'elle converge vers 0. Alors, nous pourrions déduire que f est uniformément continu, n'est pas uniformément continu. Alors, quelle suite on va choisir dont la différence tendre vers 0 et f de xn moins f de yn ne tendra pas vers 0. Donc, si on choisit, on va bien prendre en considération qu'on a plus l'infini. C'est ça qui produit le problème ici. Parce que sur 0a, on a déjà la fonction est uniformément continue. Donc, dans notre exemple, il faut qu'on choisisse une suite qui est tendre vers plus l'infini. Par exemple, n plus 1 sur n, et l'autre, on prend n. Pourquoi j'ai choisi n? Pour que la différence soit tendre vers 0. Égal à moins 1 sur n, tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et xn au carré moins yn au carré. Donc on va simplifier l'identité remarquable. Ça fait n au carré moins 2 plus moins 1 sur n. Donc ceci tendre vers 0, vers moins 2, pardon. Donc nous ne tend pas vers 0. Alors la fonction n'est pas uniformément continue sur 0 plus l'infini. On a ici un moins, et ici l'intervalle i. Donc on a trouvé deux suites dans 0 plus l'infini, qu'ils sont dans la différence tendre vers 0, mais les images ne tendent pas vers 0, tendent vers moins 2. Ceci signifie que la fonction n'est pas uniformément continue. Parce que si il est uniformément continu, normalement, puisque cette différence tend vers 0, alors
je pourrai toujours trouver un n tel que xn moins yn, ça va être inférieur à mu. Et donc, je pourrais trouver que la différence f de xn moins f de yn ne tende pas vers moins 2, je veux par exemple inférieur à 1 sur 4. Or, la différence tend vers moins 2. Donc, il ne peut pas être inférieur à 4. Alors, moins 2, la valeur absolue de moins 2, ça va être égal à inférieur à, qui est égal à 2, inférieur à 1 sur 4, ce qui est absurde. Donc, c'est juste des explications. Peut-être que ça ne sert à rien. Ce qu'il faut retenir, pour démontrer qu'il n'est pas une formule continue, on peut choisir trouver deux suites dont la différence tend vers 0 et les images ne tendent pas vers 0. Montrer l'égalité arc sinus x plus arc cosinus x égale à p sur 2, quel que soit x dans moins 1, 1. Donc, puisque cette fonction-là égale à une constante, alors il y a une méthode qu'on peut dériver cette fonction. Ici, on trouve la dérivée égale à 0. Alors, notre fonction est une constante. Et pour trouver cette constante, il suffit juste de remplacer par un point. Par exemple, 0, ou bien 1, ou bien moins 1. Voilà, et on trouve que cette constante est égale à p sur 2. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, d'abord, j'aimerais bien vous rappeler que arc sinus, vous le savez bien, c'est la fonction réciproque de sinus. Et arc cosinus, c'est la fonction réciproque de cosinus. Donc, arc cosinus va partir de moins 1 jusqu'à 0p. Normalement, cosinus de 0 jusqu'à 0p jusqu'à moins 1. La fonction, elle est bijective. Donc, si y égale à cos x, alors x égale à arc cos y. Donc, on va partir par équivalence. Vous avez cette propriété équivaut. Je vais déplacer arc cosinus dans l'autre côté parce que je sais que si je fais rentrer le sinus, le arc sinus va disparaître. On va avoir x. Et j'aimerais avoir aussi dans ce côté-là x. Donc, puisque p sur 2 moins arc cosinus, on a bien dit que arc cosinus est dans 0p. Et donc, p sur 2 moins l'intervalle 0p, ça va être dans l'intervalle moins p sur 2, p sur 2. Parce que c'est x ici, alors moins x entre moins p et 0, alors p sur 2, entre moins p sur 2 et si on rajoute plus p sur 2, donc il va être comme entre moins p sur 2 et p sur 2. De même pour arc sinus, il est dans moins p sur 2, p sur 2. Pourquoi je rappelle ceci? Parce que pour composer sinus x égale à sinus y, il faut travailler sur un intervalle où la fonction sinus est bijective. Donc on sait que sinus est bijectif, ou plutôt, ou bien seulement injectif, il est injectif sur cet intervalle. Donc si sinus x égale à sinus y équivaut xy. Parce que si je travaille par exemple sur 0 et 2p, donc on pourra avoir que sinus x égale sinus y et pourtant x différent de y. Donc on n'aura pas l'équivalence parce que on a ce sens, on peut composer par sinus et on peut enlever sinus. Donc on a le droit de faire rentrer sinus parce que sinus est bijectif sur l'intervalle moins p sur 2, p sur 2. Alors sinus de ça égale à sinus de ceci. Sinus avec l'arc parce que c'est la fonction réciproque. F rond f moins 1
de x, c'est x. Dans l'autre côté, on a sinus P moins A, P sur 2 moins A, c'est cosinus A. Et vous avez aussi cosinus P sur 2 moins A, c'est sinus A. Donc, ceci est égal à cos de arc cosinus, parce que ça est égal à ceci. Pardon. Et cos, c'est la fonction réciproque de l'arc cosinus, alors on va avoir x égale à x. Ceci est vrai, donc notre équation étoile aussi est vraie. Alors on a démontré qu'arc sinus x plus arc cosinus x égale à p sur 2 pour tout x dans moins 1, 1. Dans cette partie, on travaillera l'exercice 4 où on va démontrer cette inégalité par le théorème des accroissements finis. Puis on démontre de suite un et vn qui sont définis à partir de la suite Sn, cette somme, qui sont adjacentes pour déduire qu'elles convergent vers la même limite, où il est demandé de déterminer un encadrement. Finalement, on va montrer que la suite Sn diverge et sa limite est égale à plus l'infini. Voici la première question. Montrer que ln de x moins ln de x supérieur strictement à 1 sur x plus 1 et inférieur strictement à 1 sur x pour tout x supérieur strictement à 0. C'est une question classique. On remarque ici qu'on a f de x plus 1 moins f de x. Alors, on sait déjà le théorème des accroissements finis, dit que f de b moins f de a sur b moins a, si vous avez une fonction f continue sur a, b fermée, dérivable sur a, b ouvert, alors il existe un c appartient à a, b ouvert, tel que la dérivée de c égale à ce coefficient directeur f de b moins f de a sur b moins a. Et donc, on va appliquer ici par b égale à x plus 1 et a égale à x. Donc, on va travailler sur l'intervalle x plus 1. Et notre fonction, ça va être ln. Alors, pour x supérieur strictement à 0, cette fonction, elle est positive. Pardon, x est positif, donc ln est définie, elle est continue et dérivable sur l'intervalle x plus 1. Et donc, nous pourrions trouver un élément tel que f de a moins f de b sur a moins b égale à f' de c, c'est-à-dire égal à 1 sur c, où c appartient à l'intervalle x plus 1. Donc, essayez de déduire de ceci. Ça, c'est exactement ln de x plus 1 moins ln de x. Parce que ceci, ça va être égal à 1. Donc, essayez de déduire ceci, l'inégalité. Elle ne reste pas beaucoup. Il suffit juste de savoir que c'est compris entre x et x plus 1 et de faire l'inverse. Donc, on est d'accord qu'on va appliquer le théorème des accroissements finis sur la fonction ln qui continue et dérivable sur l'intervalle x plus 1 et sa dérivée égale à 1 sur t. Alors, par le théorème des accroissements finis, il existe un c compris entre x et x plus 1 tel que f de x moins f de x plus 1 sur x plus 1 moins x égale à f' de c, c'est-à-dire 1 sur c. Donc si on simplifie, ça est égal à 1. Or, on a ce c, il appartient à x plus 1, c'est-à-dire compris entre x et x plus 1. On fait l'inverse. Je sais que x est supérieur strictement à 0. Donc on fait l'inverse, on obtient 1 sur c inférieur à 1 sur x et supérieur à 1 x plus 1. Et on a déjà trouvé que 1 sur c est égal à ceci. Alors on obtient que ln de x plus 1 moins ln de x compris entre 1 sur x et 1 sur x plus 1. Pour n'importe quel x supérieur strictement à 0.
On considère trois suites Sn, Un, Vn, telles que Sn c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n, 1 sur k. Alors ça c'est 1 sur 1, plus 1 sur 2, jusqu'à 1 sur n. La somme Sn-1, c'est 1 sur 1, plus jusqu'à 1 sur n moins 1. Et on a Un égale à Sn-1 moins Ln de n. Vn égale à Sn moins Ln de n. La question, c'est montrer que les deux suites, Un et Vn, sont adjacentes et donner un encadrement de leur limite gamma. Comme vous le savez, deux suites Un et Vn sont adjacentes si il faut trois conditions. Il faut que Un soit croissante ou bien décroissante et l'autre croissante ou bien décroissante. Donc il faut l'une des deux soit croissante et l'autre décroissante. Et la dernière condition, il faut que la différence tende vers 0. Un moins Vn tend vers 0. Alors ceci nous permet de déduire que Un et Vn sont adjacentes. Et si deux suites sont adjacentes, alors Un et Vn convergent. C'est-à-dire la limite est égale à un nombre. Et de plus, elles convergent vers le même nombre. Avec, on a Un, par exemple, si Un est croissante, alors on a Un inférieur à L, inférieur à Vn. Si on suppose que Vn qui est décroissante et Un est croissante. En résumé, si vous avez deux suites adjacentes, alors elles convergent vers la même limite. Et de plus, cette limite est comprise entre Un et Vn, quel que soit n appartient à n. Donc, essayez de démontrer que cette suite est décroissante. Pour le faire, vous allez démontrer que Un plus 1 moins Un soit négatif ou bien positif. De même, pour Vn plus 1 moins Vn, tu vas essayer de démontrer qu'il est positif ou bien négatif pour déduire qu'elle est croissante ou bien décroissante. Étudions d'abord la monotonie de Un. Pour n supérieur ou égal à 2, Un plus 1 moins Un, c'est ça la suite Un. Un plus 1, on a remplacé n par 1 plus 1. Sn, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n, 1 sur k, moins Sn moins 1, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n moins 1 de 1 sur k, moins ceci. Donc si je fais la différence, cette somme va de 1 jusqu'à n et cette somme va de 1 jusqu'à n moins 1. On a la même expression. Donc il reste le terme pour k égale à n, c'est-à-dire 1 sur n moins ceci. On aimerait bien étudier le signe. Or, d'après la première question, on a ln de x plus 1 moins ln de x inférieur à 1 sur x. Pour n'importe quel x supérieur strictement à 0. N est un entier naturel, alors cette différence est supérieure strictement à 0 et la suite Un est croissante. On va faire la même chose pour la suite Vn. On va étudier le signe de Vn plus 1 moins Vn. Alors, on obtient cette fois-ci le terme 1 plus 1 qui va rester moins ceci. Donc, il est négatif, d'après la question 1, ln de x plus 1 moins ln de x supérieur strictement à 1 sur x plus 1. Donc, la suite Vn est décroissante. Attention ici, il faut faire les parenthèses parce qu'on a ici. Donc, ça va être plus. Voilà. Alors, on a démontré que Un est croissante, Vn est décroissante. Il reste à démontrer la différence tendre vers 0 pour dire qu'elles sont adjacentes. Soit n supérieur ou égal à 2, Vn moins Un, si Sn moins ln de n moins Sn moins 1 moins ln de n. C'est ça Un.
on va simplifier ln avec ln, elle reste Sn moins Sn moins 1. Et cette différence, elle va rester le terme n. Donc on va avoir 1 sur n qui tend vers 0. De 1, 2 et 3, ça c'est le troisième point. On déduit que les deux suites sont adjacentes. C'est-à-dire, on peut conclure alors qu'elles convergent vers la même limite. Telle que gamma, la limite de un, est comprise entre un et vn, quel que soit n, supérieur ou égal à 2. Il reste à trouver un encadrement pour ce gamma. Un encadrement entre des nombres réels. Il fallait que cette question soit séparée et donne une indication ou bien une question intermédiaire. Alors, on va écrire un. Un, c'est cette suite. Vn, c'est celle-là. Or, on sait déjà dans la question, d'après la question 1 sur k, ou bien 1 sur k plus 1, inférieur à ln de k plus 1 moins ln de k, et inférieur section moins 1 sur k. Donc si j'en fais la somme de 1 jusqu'à n moins 1 sur cette somme, on va faire entrer la somme dans tous les termes. Alors, ça inférieur à la somme de k égale 1 jusqu'à n moins 1, inférieur à la somme. Donc tout ce que j'ai fait ici, c'est juste fait, je viens de rentrer la somme ici, ici et ici, de 1 jusqu'à n-1, de 1 jusqu'à n-1. Parce qu'on a cette inégalité, quel que soit k, appartient à 1, n-1. On peut calculer cette somme, c'est une somme télescopique. La somme télescopique, elle va nous rester la somme de k égale à 1 jusqu'à 2 de 1 sur k. Donc on a effectué un changement de variable. Ici on a k, on va changer k plus 1 par k. Donc lorsque k égale à 1, k plus 1, 1 plus 1, ça va devenir 2. On va commencer ici par 2 et ici par 1. Alors, et ceci, ça va nous donner ln de n. ln de n, parce que la somme télescopique, donc on a uk plus 1 moins uk. Si vous avez la somme de U3 moins U2 plus U2 moins U1 plus U1 moins U0. Donc si on simplifie, il va rester le dernier et le premier. Donc c'est pour cela, il reste lorsque k égale à n moins 1, ici, ça veut dire ln de n moins 1 plus 1, moins ln du premier, égale à ln de n. Alors, on a trouvé un encadrement et on va essayer maintenant la relation avec Sn et Sn-1. Or, ceci est Sn parce que Sn commence la somme de 1. Donc, on aura besoin de premier terme. Il manque le terme lorsque k égale à 1. Donc, je vais rajouter et retrancher parce que cette somme, c'est k égale à 1 jusqu'à n. Donc, si on retranche lorsque k égale à 1, on va avoir ceci. Dans l'autre côté, on a Sn-1. Et alors, Sn-1 inférieur strictement à ln de n, signifie que Sn-1 moins ln de n est positif. Et Sn moins ln de n inférieur strictement à 1. Or, on a déjà trouvé que gamma est compris entre Sn-1 moins ln de n moins Sn inférieur strictement à Sn moins ln de n. Ça c'est Vn, ça c'est Un. Sn est supérieur à 0. Donc gamma aussi supérieur à 0. Sn moins Ln inférieur à 1. Donc gamma inférieur section moins 1. Et on a trouvé l'encadrement souhaité. La dernière question, on déduit que Sn tend vers l'infini lorsqu'on plus l'infini. On a
gamma est compris entre Sn et Sn-1. Alors si je déplace ln de n dans l'autre côté, on va avoir ici gamma, on utilise ceci, Sn supérieur à gamma. Or, ce ln de n tend vers plus l'infini, donc Sn aussi tendre vers plus l'infini. Parce qu'il est supérieur à quelque chose qui tend vers l'infini, donc Sn aussi aura la même limite qui est égale à plus l'infini.